Bonjour les amis, et plumophile évidemment, donc comme d'habitude, la plume du temps, plumophile, enfin ça va ensemble bien sûr, je dis ça pour les nouveaux amis qui viennent nous rejoindre. Il s'agit aujourd'hui de notre étude numéro 16 qui sera consacrée à l'énergie photovoltaïque, c'est-à-dire à l'énergie électrique photovoltaïque. Après les deux études sur l'éolien, l'électroéolien, nous avons aujourd'hui une seule étude, il n'y en a pas deux, une seule étude sur le photovoltaïque. Alors d'où vient cette énergie électrique? Bien tout simplement de la transformation de la lumière, c'est-à-dire la lumière solaire, plus précisément des photons, par ce qu'on appelle un silicium cristallin. C'est en gros 85 ou 90% des fabrications, on verra après ce que c'est. Alors cette transformation donc, de la lumière en électricité se fait évidemment avec un certain rendement. Le rendement n'est pas de 1, hein, bien entendu, sinon ça serait merveilleux. Quoique ça poserait d'autres problèmes. Alors, ce rendement de nos cellules eh bien, va dépendre de plusieurs choses. Quand je dis de nos cellules, c'est-à-dire des panneaux, hein, parce qu'elles sont assemblées sous forme de panneaux. Et eh bien, ça va dépendre premièrement de la qualité, bien sûr. Ça va dépendre de l'exposition au soleil. Alors l'idéal, ce serait d'avoir par exemple des panneaux qui suivent la courbe du soleil. Ça devient déjà plus compliqué, et en plus suivant les saisons. Bon, alors ça commence déjà à devenir compliqué. Bon, on n'en est pas là. En général, c'est monté soit au sol, soit sur une toiture, soit... Enfin voilà, en gros c'est ça. Hein. Et puis, de la propreté, ça faut pas l'oublier. Très important. Et ensuite, évidemment, de l'ensoleillement. Il est certain qu'entre la partie nord de la France, et je n'ai rien contre les nordistes, hein, bien sûr, que je connais très bien, et le sud de la France, et alors si on descend encore plus bas, je sais pas, en Espagne, Maroc et au Maghreb, eh bien on verra qu'il y a forcément une différence. Sinon, ben, je dirais que les gens n'iraient pas prendre leurs vacances au sud. Bon, ça, je crois que j'invente rien en disant ça. Donc, nous allons avoir un certain rendement, une certaine efficacité de nos panneaux. Alors, ces panneaux vont donner une certaine puissance, que l'on va appeler la puissance crête, c'est-à-dire la puissance maximale, suivant les critères que je viens de donner. Cette puissance crête n'est pas la production, c'est tout à fait autre chose. C'est comme pour l'éolien, pas mélanger les deux surtout, sous peine de grosses erreurs. Alors, cette puissance crête aujourd'hui, ça dépend du type de panneau, si nous avons des polycristallins, on va voir ça après, ou des monocristallins. Bon, là on va voir ça aussi tout de suite après. Cette puissance crête est en gros, en moyenne, hein, en France, et suivant l'endroit, suivant certains critères, de 150 à 180 watts à peu près par mètre carré. Bon, c'est déjà pas si mal. Je suis persuadé que ça va s'améliorer. On va atteindre, à mon avis, les 200 watts par mètre carré, peut-être un peu plus, 250, pourquoi pas, dans les temps qui viennent. Mais évidemment, ça risque de s'accompagner d'une augmentation du prix. Nous allons voir aussi pourquoi. Alors, c'est comme pour l'éolien, entre notre puissance crête et la quantité d'énergie que nous allons récupérer, si l'un s'exprime en watts ou en kilowatts par mètre carré, eh bien, cette quantité d'énergie va s'exprimer en fonction du temps pendant lequel cette quantité d'énergie, cette puissance va se transformer, disons, va fournir de l'énergie. Donc d'un côté, on est en watts, en kilowatts, voire peut-être en mégawatts, oui, pour les grandes centrales, et puis que l'on va multiplier donc par une durée, et ça va nous donner une quantité d'énergie, cette fois en watts-heure, en kilowatts-heure ou en mégawatts-heure. Alors térawattheure, ça c'est encore autre chose. Bon, la moyenne française, alors je dis bien la moyenne française que j'ai calculée sur 13 années, c'est-à-dire 2011-2024, et elle est tout à fait similaire à ce qu'on trouve sur le site d'EDF ou de RTE, Réseau Transport de l'électricité. Moi j'arrive à 7,52 sur 13 années jusqu'en 2024. L'année 2025, on est à 8,3, quelque chose comme ça, apparemment était moins ensoleillée. Toujours en moyenne nationale.
Alors il est évident, et je le répète, qu'entre une exposition de panneaux dans le nord de la France ou à Montélimar ou plus bas, c'est sûr qu'il y a une différence. Hein. C'est comme pour les éoliennes, entre une exposition de région vantée avec une région qui est moins vantée. Là c'est pareil, là, c'est une question d'ensoleillement. Si vous trouvez en haut des Pyrénées, vous aurez, ou à Gap, vous aurez 2000 et quelques heures de soleil. C'est pas la même chose qu'en Picardie. Je suis désolé, hein, c'est comme ça. Voilà. Donc alors, comment maintenant calculer cette puissance, cette production d'énergie? Parce qu'en fait, c'est la production qui nous intéresse, c'est pas la puissance. Pareil comme pour l'éolien. Eh bien, c'est pas compliqué. Si je prends le cas d'un particulier, parce que c'est souvent ce qui intéresse les gens, mais c'est la même chose pour un artisan, pour un supermarché qui va mettre, je sais pas, 1000 m² ou 2000 m² de panneaux solaires en toiture, ou pour une centrale solaire qui, elle, va couvrir plusieurs hectares. Eh bien, on considère donc la puissance installée, donc qui est en kilowatts ou voire en mégawatts, et on divise par ce coefficient, qu'on appelle aussi coefficient de charge. Comme pour l'éolien aussi, c'est pareil. Bon, moi je l'appelle K, c'est comme beaucoup de coefficients, ça simplifie tout. Et on multiplie par le nombre d'heures. Alors en général, on prend une année, ce qui nous intéresse, 8760 heures. Voilà, c'est pas compliqué. Donc ça montre tout de suite que c'est pas la même chose que la puissance installée, bien sûr. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas confondre les deux. Hein. Alors, maintenant, comment s'opère la fabrication de ces cellules solaires? Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous en aurez un peu plus sur le document. Puis en fait, je dirais que c'est à titre d'information. Hein, c'est pas. Puis il y a des variantes au niveau de la fabrication. Alors, sachons quand même que la Chine est le grand fabricant de panneaux solaires, qui sous-traite au Vietnam, au Laos, aux Philippines, dans toute la région. Quand je parle de la région, c'est à 1000 km, à 1500 km. Hein, il faut relativiser aussi. Bon, bien sûr. Alors, la Chine fournit en gros, 85% actuellement. Alors ça va peut-être changer, hein, bien sûr, ça c'est à ce jour, hein, 80 ou 85% sont faites des fabrications d'origine chinoise, qui sont ensuite transportées là où elles sont consommées et utilisées, en général par bateau, bien sûr, dont je rappelle, les moteurs ne fonctionnent pas à l'eau minérale bio, hein, bien sûr. Alors, ces fabrications sont majoritairement à ce qu'on appelle en silicium cristallin, c'est-à-dire un cristal de silice. L'objectif est qu'il soit le plus pur possible, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas d'impuretés, de façon à ce que les électrons puissent circuler, je dirais, librement. Alors on part de la mine de silice. On s'arrange pour que ça soit une silice qui ne soit pas trop polluée par des boues, par tout ce qu'il peut y avoir dans la nature. Il y a une première purification sous forme de lavage, évidemment. Une première fusion qui est... Alors là aussi, je donne des ordres d'idées. Hein. Je n'ai pas dit que c'était au degré près. Qui est de l'ordre de 1400 degrés. Et pour éliminer déjà dans un premier temps tout ce qui ne nous concerne pas. Et que va-t-on éliminer? Comme je viens de le dire, des boues, des choses comme ça, mais également des oxydes qui sont contenus dans la silice. Alors, oxyde de fer, oxyde de magnésium, oxyde de calcium, etc. Ou des hydroxydes éventuellement. Bon, donc, c'est-à-dire OH. Donc, on arrive comme ça à éliminer 30 à 40% de ce qu'on a extrait de la mine. Voilà. Et puis après, il y a encore une, voire deux autres fusions pour arriver à un cristal qui soit le plus pur possible, c'est-à-dire 99,999% de silice, donc de silicium, cristal très pur. On trouve deux fabrications, ce qu'on va appeler les monocristallins, c'est-à-dire une seule feuille de silicium, ou des polycristallins, c'est-à-dire des assemblages de petits morceaux, je peux dire, de cristal de silice. Alors comment les reconnaît-on? Tout simplement que les monocristallins
ont un aspect plutôt noir et continu. Les polycristallins, eh bien, on en voit très bien sous forme de petits ronds. Les cellules, les différentes cellules, et c'est plutôt de couleur bleue. Ça, c'est, je dirais, la grande fabrication courante. Sauf qu'entre les deux, le rendement n'est pas le même. Il est certain que dans un monocristallin, les électrons peuvent circuler plus librement et on a un meilleur rendement. Sauf que le prix n'est pas le même parce que la fabrication est beaucoup plus longue et malheureusement plus énergétivore, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, ces cellules ou ces plaques de cristal sont assemblées donc dans des panneaux qui vont aller se monter, se construire sur une toiture ou au sol ou quelque part par là. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs opérations de fusion et on peut aller comme ça pour la dernière jusqu'à 1700 degrés à peu près. Donc c'est pas rien, 1700 degrés déjà. Et évidemment, c'est énergétivore aussi, il ne faut pas l'oublier. Et ensuite, on obtient comme ça un lingot ou des plaques, mais après, il faut les couper. Tout ça, ce sont des opérations assez compliquées. Hein. C'est pas au niveau du bricoleur dans son jardin. Hein. Voilà. Sans compter qu'en plus, on met... alors là aussi, suivant les fabrications, certains adjuvants dedans, de façon à favoriser le rendement de ces cellules. Voilà, bien. Alors, quelles sont les statistiques maintenant? Statistiques 2025. Hein. 2026, ça démarre, donc je ne peux pas les donner. Hein. Alors, la production du mix énergétique en France, c'est-à-dire toute production hydraulique, photovoltaïque, nucléaire, etc. 539 TWh, 539,1 donc TWh. Alors on va rester dans les TWh, ça veut dire 539 millions de mégawattheures. On va rester TWh, c'est plus simple. Puissance solaire en France, la puissance solaire, donc photovoltaïque installée en France, 26 400 MW. 26 400 MW, c'est quand même pas rien. La production solaire en France, 26,6 TWh. 26,6 TWh, ce qui représente 4,9% de la production nationale, c'est-à-dire du mix énergétique. 4,9% pour 26 400 MW installés. Donc on voit tout de suite notre fameux coefficient de charge, notre fameux coefficient entre les deux. C'est indéniable, sinon la production serait beaucoup plus élevée. Alors maintenant, notre cas pour notre coefficient de charge pour 2025, il n'a pas été terrible, il est de 8,69. Donc je suppose bien que cette année 2025 a été moins ensoleillée en global. Hein. Global, je dis pas forcément dans le Midi ou sur la région parisienne, je dis en moyenne. Hein. Alors, une application maintenant pour les installations de particuliers. C'est souvent ce qui intéresse les gens, mais c'est la même chose, je le répète, pour un artisan, pour un supermarché ou pour une grande centrale solaire. C'est exactement pareil. Si vous avez une centrale solaire pas très loin de chez vous, et dès l'instant que vous connaissez sa puissance crête, qu'on va trouver sur Internet en général, eh bien, vous pouvez déterminer très facilement, à quelques pourcents près, hein, bien sûr, sa production annuelle. Alors, si je prends l'exemple d'un particulier qui a 3 kW sur sa toiture, 3 kW, 3000 watts, sur sa toiture, 3000 watts crête. Je multiplie par, alors nous sommes en 2025, par 8,69, j'arrive à 0,35 kW, 350 watts. J'ai plus la même chose, bien sûr. Alors ça, c'est une puissance, comme pour l'éolien, qui est une image qui est continue toute l'année. C'est comme si nous avions 350 watts qui, toute l'année, nuit et jour, fournissent, voilà, nos panneaux fournissent 350 watts. Je multiplie à ce moment-là par le nombre d'heures dans une année, 8760 heures, et j'arrive à 3057 kWh. Donc je suis parti d'une puissance, en kilowatts ou en watts ou en ce que vous voulez, pour arriver à une quantité d'énergie qui va s'exprimer en fonction du temps, c'est-à-dire en kilowatts ou en watts ou en mégawatts heure.
Alors, c'est 3000, j'arrondis, hein, 3000 kWh pour 3 kW installés. Alors, on va se dire, bah, il y avait quand même une sacrée chute, hein. Oui, bien sûr, mais d'un autre côté, nous avons affaire à un foyer de 4 personnes. Alors là encore, pas mélanger les personnes et les foyers, hein. Si je considère en France un foyer moyen 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants, consommation moyenne annuelle, alors ça va dépendre si je suis en appartement, si je suis en maison individuelle, si j'habite le nord de la France, si j'habite le sud de la France, ben, évidemment il y a des différences. Bon, on va partir du principe que ça représente à peu près le quart de la consommation. Quart de la consommation, c'est toujours intéressant. Ça fait, vu le prix du kilowattheure sur le réseau national aujourd'hui, qui ne va continuer qu'à monter, il ne faut pas se faire d'illusions, eh bien, c'est quand même, ça peut être intéressant, hein, ça représente une certaine somme. On verra ça après. Alors ensuite, quels sont les ennemis du photovoltaïque? Ah oui, il a des ennemis, hein, malheureusement nous sommes sur Terre. Alors il y a déjà la grêle. On a vu que des grandes centrales ont été en partie détruites par les grêlons. Lorsque vous avez un grêlon de 30, 40 ou 50 grammes qui arrive à 180 km/h sur des panneaux photovoltaïques, ben, je dirais que ça fait très mal, évidemment. Il y a également le risque d'incendie. Alors le risque d'incendie, je dirais qu'il a deux sources. Premièrement, les panneaux eux-mêmes qui ont été endommagés, qui vont se mettre en court-circuit, et dès l'instant où il y a de la lumière, ils vont continuer à fournir, ils ne vont pas s'arrêter, plus ou moins, mais ils vont continuer. Alors ça, il y a quelques années, je dirais il y a 15 ans de ça, la bonne idée, c'était d'étuiler les toits, on enlevait les tuiles des toits pour les gens qui voulaient mettre ça sur leur toit, et puis on fixait les panneaux directement sur la charpente en bois. En fait, l'idéal, quelque part, si vous voyez ce que je veux dire. Non, il y a un certain nombre de maisons qui ont brûlé comme ça. Et puis, il y a également les batteries. Alors, les batteries, pour les installations qui ont des batteries. Aujourd'hui, on a tendance à mettre tout ça, enfin les batteries et les onduleurs et compagnie, à mettre ça dans une boîte à l'extérieur de la maison. Bon, au niveau d'un appartement, bah, la question ne se pose pas. S'il y a une installation photovoltaïque, elle va être sur le toit de l'immeuble. Bon. Alors, il y a l'encrassement des panneaux. L'encrassement des panneaux, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Si l'on laisse les panneaux, si on ne les nettoie jamais, bah, il y a forcément une couche de crasse qui va s'installer dessus. Alors quand je dis de crasse, c'est des dépôts de poussière. Ça peut être poussière de sable, poussière diverses et variées, de feuilles, etc. Et puis on va se dire, bah, la pluie va nettoyer. Bah, oui, mais la pluie n'est pas forcément propre non plus. Elle contient, surtout auprès des grandes villes. Donc ça veut dire, si on veut un rendement correct, quelle que soit l'installation, bah, régulièrement, il faut quand même les nettoyer. Ça paraît quand même logique. On revient à ce que je disais tout à fait au départ, hein, si on veut un bon rendement. Pour les personnes qui ont ces panneaux sur le toit de leur maison, bah, il faut aller les nettoyer. Alors, pour peu que le propriétaire soit un peu âgé, il vaut mieux qu'il fasse appel à une entreprise. C'est pas gratuit. Bon. On obtient comme ça, et on le voit en particulier, je dirais, pas Maghreb, mais surtout au niveau du Sahel, avec les vents de poussière de sable, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, nord vers le sud ou sud vers le nord, des chutes de 10 à 20% de rendement, évidemment. Et comment aller nettoyer si on veut faire une grande centrale solaire, je ne sais pas, de 10 hectares, par exemple, hein, ou de 20 hectares, si nous sommes vers le tropique du Cancer ou par là, vent de sable, bah, il y en a régulièrement au cours de l'année, on va se dire, bah, on va les nettoyer. Oui, vous avez commencé d'un côté, et puis une fois que vous avez fini, vous pouvez recommencer de l'autre. Alors on va se dire, bah, on va monter un robot. Il existe des robots, effectivement, de nettoyage. Sauf que le robot, il va être en plein soleil, ça chauffe, et puis dans la poussière. Bon, ouais, on voit tout de suite qu'à travers ça, c'est déjà pas si simple, hein. Les frais d'installation et d'entretien, bien sûr, alors est-ce que c'est un ennemi? Bah oui, mais c'est comme pour tout, hein. Si vous mettez un chauffage central
au gaz chez vous, il y a des frais d'installation. Voilà, c'est pareil, hein, bien sûr. Le remplacement des batteries. Alors, s'il y a des batteries, pas toutes les installations, mais s'il y a des batteries, ce sont des batteries statiques. Ça, c'est encore une chance par rapport à une voiture, où ça tremble tout le temps. Bon, elles vont vivre 7 ans, à peu près. Hein. Et puis après, il va falloir les changer. Il faudra penser, ce sont aussi des frais. Le coût des pannes. Un onduleur qui tombe en panne, c'est pas gratuit. Hein. Le vieillissement suivant la qualité. Alors, il y a 10 ou 15 ans, le vieillissement, on trouvait des vieillissements qui tournaient autour de 0,8 et 1% l'an. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, on a déjà perdu 8 à 10%, au bout de 20 ans, entre 16 et 20%, c'est énorme. Bon, aujourd'hui, la qualité des fabrications, on est plutôt aux alentours de 0,4, 0,5, pour certaines 0,3, mais partons sur 0,4, 0,5%. Ça veut dire qu'au bout de 20 ans, eh bien, si on est entre 8 et 10%, au bout de 20 ans. C'est pas mal, c'est pas si mal hein, quand même. Mais c'est comme tout, ça vieillit, oui, malheureusement. Hein. Alors, donc ça devient déjà beaucoup plus raisonnable. Alors, quelle est l'opportunité d'installation? L'opportunité d'installation, eh bien, à nouveau, et je le répète, ne pas confondre la puissance installée avec la production annuelle, c'est ce qui nous intéresse, bien sûr. Si vous avez, alors, je sais pas, une grande centrale solaire ou n'importe quoi, n'importe quel générateur, qui a une puissance de 1000 MW mais qui produit rien, je ne vois pas l'intérêt, bien sûr. Alors, l'amortissement financier de la dépense, ça nous amène évidemment, toujours pareil, au niveau, je dirais, de la finance. En général, ça se finit comme ça, c'est-à-dire c'est le bout de l'entonnoir. Hein. L'intérêt, alors, soit, là il y a deux voies hein, à ce niveau. Soit chacun laisse parler son cœur, ah moi je veux, voilà, je suis écolo. Alors quand je dis écolo, ça n'a rien de péjoratif, hein, chacun doit être un peu écolo. Simplement qu'il faut être raisonnable, bon sens. Et puis je veux m'installer des panneaux solaires, voilà, et au moins je vais économiser de l'électricité nucléaire ou éolienne ou je sais pas quoi. Bon, très bien. Alors, j'ai les moyens de le payer, soit je fais un emprunt, la banque me fait un emprunt, j'emprunte 10 000 euros, 15 000 euros, enfin je ne sais pas combien, ça veut dire qu'il va falloir quand même tenir compte des AGO. Et, oui, quand même. Hein. Ou alors, j'ai quelques moyens financiers et j'investis cash, c'est-à-dire comptant. Oui, mais d'accord, mais avec cet argent-là, j'aurais pu faire autre chose. Donc c'est une immobilisation du capital. Alors, certains vont me dire que j'appelle des esprits chagrins. Là aussi, ça n'a rien de péjoratif, c'est un petit mot que j'aime bien sortir comme ça. Eh bien, non, il faut réfléchir jusqu'au bout. On peut soit laisser parler son cœur, bon, très bien. Je dirais que c'est souvent un petit peu le cas, mais ça ne nuit pas de réfléchir quand même jusqu'au bout. Parce que ça se termine par le porte-monnaie. Hein. Alors, ensuite, donc il y a le vieillissement et les aléas potentiels dont il faut tenir compte, ça on l'a vu, hein, bien sûr. Et puis il faut définir une durée d'amortissement. Soit je me fixe en 5 ans, ça doit être financièrement amorti, j'ai fini de payer mon prêt, j'ai fini de payer mes agios, etc. Ou j'ai limité l'immobilisation de mon capital investi. Soit je me fixe 10 ans, alors c'est plutôt cet ordre d'idée, hein, 8 à 10 ans minimum. Bon. Soit je me fixe 20 ans où en fait ça ne m'intéresse pas. Alors ça c'est un autre problème, bien sûr. Et puis là-dessus va se rajouter le prix de la déconstruction. Pour le moment, certaines déchetteries ou certaines grandes entreprises de déchetterie acceptent les panneaux solaires d'occasion, lorsqu'on estime qu'ils n'ont plus un potentiel intéressant. Ils ont suffisamment vieilli, ça pose guère de problème, la déconstruction ne pose pas vraiment de problème, sauf qu'au niveau d'un particulier ou d'une entreprise, il faut comptabiliser la déconstruction quand même, hein, ça a un coût. Ou alors on le fait soi-même. Alors voilà, donc faut bien intégrer tout ça. Hein. Alors maintenant, le comparatif avec la même quantité d'énergie du réseau général. Là aussi, ça veut dire que dans une autre option,
je me dis, je vais économiser effectivement tant de kilowatts par an du réseau général, c'est ce qu'on a vu précédemment, et sachant que le prix de l'électricité, je crois qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions, va continuer à croître. Il a déjà été multiplié par je ne sais combien. Pour mémoire, je rappelle que jusqu'en 2000-2005, la France était le deuxième bon élève en Europe, derrière la Norvège, qui a énormément d'hydraulique, par les fjords, bien sûr. Et aujourd'hui, nous sommes, curieusement, quasiment en tête du coût. Du coût, cette fois, pas du coût dans le sens plus élevé. Hein. Alors, soit je vais revendre l'énergie donc produite à EDF sur le réseau. Ça, là, il y a un bilan aussi financier à faire, parce que vu le coût de la reprise aujourd'hui, compte tenu du coût de l'installation, des aléas potentiels, comme je viens de le dire, il faut quand même réfléchir. Hein. Voilà, donc tout ça se traduit par une rentabilité de l'investissement. On revient toujours sur le fond de l'entonnoir. Hein. Bon, donc soit je veux me faire plaisir, soit je réfléchis d'une façon pragmatique. Alors, une précision à ce niveau, puisque nous avons abordé la revente auprès du producteur d'électricité, c'est-à-dire en fait d'EDF, hein, du réseau général, il faut savoir que toutes les productions d'énergie que l'on appelle vertes, c'est-à-dire sous-entendu écologiques, éolien comme l'hydraulique, comme le photovoltaïque, sont raccordées au réseau général. Il n'y a pas de réseau particulier qui vont distribuer de l'énergie verte. Non, ça n'existe pas. Et si même il y avait un réseau particulier, alors je ne parle pas du prix ni des complications, alors ça c'est encore autre chose, donc s'il y avait un réseau particulier pour les énergies vertes, dites vertes, ce qui reste encore à bien définir, eh bien ce serait un réseau totalement instable, parce que les productions sont aléatoires, bien sûr. Donc comment garantir une fréquence correcte? C'est ingérable. Déjà que vis-à-vis du réseau électrique général, l'arrivée des énergies dites vertes comme l'éolien et le photovoltaïque pose de gros problèmes de gestion du réseau général. Ça, on aura l'occasion de le voir plus tard. Alors, donc, ça veut dire que chacun consomme de l'énergie dite verte à concurrence de la production nationale, puisque tout est relié, et de son propre besoin. Par exemple, on le verra après, on a en gros 14% dans le mix énergétique, on le verra après, d'énergie dite verte, photovoltaïque et éolien. Alors, la durée de vie. La durée de vie actuellement, ça c'est un sujet qui revient et on entend souvent « Ah oui, mais au bout de 15 ans, 20 ans, c'est foutu, il faut les changer. » Non. Si nous sommes tout à fait, comme je l'expliquais au début, sur une installation correctement positionnée, correctement entretenue, et un produit de bonne qualité, c'est 40-50 ans, peut-être même plus. Après, tout dépend de ce que l'on va accepter comme vieillissement. Si au bout de 40 ans, nous avons perdu, mettons, 20% ou 15%, après c'est une question de choix personnel. Est-ce que c'est acceptable ou est-ce que c'est pas acceptable? C'est tout. Mais je pense que dans tous les cas, dans ces conditions-là, on a quand même intérêt à garder une installation. Alors se pose ensuite la question vis-à-vis de la valeur immobilière. Pardon. Je veux revendre ma maison, je veux revendre mon entreprise et autres, et puis j'ai des panneaux qui ont 15 ans, 20 ans. Alors, est-ce que c'est une plus-value, une moins-value? Tout dépend de l'état d'esprit de l'acheteur. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas trop discuter là-dessus. Hein. Voilà. Alors ensuite, l'intérêt énergétique maintenant, photovoltaïque pour la France, toujours en 2025. La puissance électronucléaire installée en France, hors la centrale, les deux groupes 900 MW de Fessenheim qui ont été arrêtés en 2020, si je ne dis pas de bêtises, deux groupes 905 MW, donc à 42 ans d'âge seulement. Alors bon, on ne va pas rentrer dans les détails, on aura l'occasion d'y revenir certainement.
hors EPR, avec tout son retard et qui commence seulement à produire depuis quelques mois. Et je ne compte pas non plus le surgénérateur de Cremelville appelé Superphénix, 1200 MW, là aussi arrêté au bout d'un an de bon fonctionnement à l'état neuf. On ne va pas rentrer dans tous ces détails. Donc on ne considère uniquement que le programme électronucléaire actuel, c'est-à-dire les centrales REP, réacteurs haute pressurité. Il nous reste quand même 61 400 MW d'électronucléaire installés, opérationnels. J'aime bien le mot opérationnel. La puissance photovoltaïque, on l'a vu, 26 400 MW, ce qui représente 43% de la puissance électronucléaire. 43% de la puissance électronucléaire pour le photovoltaïque. C'est quand même très important, hein, presque à la moitié. La production électronucléaire, revenons sur la production cette fois, 373 TWh. On va rester dans les TWh, ça simplifie. Hein. Alors, si vous voulez mettre ça en mégawattheure, ben c'est multiplié par 6 zéros. Hein. Voilà. La production photovoltaïque, 26,6 TWh pour 43% de la puissance électronucléaire installée. On voit tout de suite le fameux coefficient K ou de charge. Et oui, on n'y échappe pas à celui-là. Hein. Donc voilà, ce qui représente 7,13% de l'électronucléaire. Le photovoltaïque, la production du photovoltaïque représente 7,13% de la production de l'électronucléaire en 2025. Maintenant, passons à la production nationale. 539 TWh. Arrondissez à 540 si vous voulez. Le solaire aura représenté, photovoltaïque, 4,9% du mix énergétique de la France. Toutes sources confondues, le photovoltaïque a représenté 4,9% du mix énergétique de la France. Ce qui veut dire que l'électro-éolien, comme nous l'avons vu dans les deux précédentes études, c'est-à-dire la numéro 14 et numéro 15, 9% du mix énergétique pour l'éolien, plus 4,9% pour le solaire, ça nous fait 13,9, 14% du mix énergétique de la France. Ces deux énergies dites vertes ont représenté 14,9% du mix énergétique de la France. On n'en est pas à 30% ou à 50%, non, on en est bien loin. Hein. Et on voit encore à ce niveau, évidemment, notre fameux coefficient de charge. Si nos cellules solaires avaient un rendement de 80%, évidemment, ce serait très intéressant, mais on en est loin. Hein. Alors, ce qui veut dire que les 24 100 MW d'éolien, comme on l'a vu, à quelque chose près, hein, plus les 26 400 MW de photovoltaïque, ça nous donne un total de 50 500 MW, j'ai arrondi, 50 500 MW d'énergie dite verte installée. C'est quand même énorme. Ce qui représente 82% de la puissance électronucléaire. Puissance électronucléaire installée, 61 400 MW, pour mémoire. Ce qui veut dire que ces deux énergies représentent, photovoltaïque et éolien, représentent 20,5% de la production nucléaire. Tout ça pour 82% de la puissance nucléaire installée. Donc là encore, on voit les fameux coefficients K ou de charge, bien évidemment. Il n'y a pas de miracle de toute façon. Hein. On ne peut pas comparer, enfin on peut le comparer bien sûr, mais je veux dire, d'un côté, on a des centrales électronucléaires qui sont faites pour tourner à 100% de puissance, les 8760 heures de l'année, moins 3 semaines d'arrêt pour entretien, vérification, etc. Et puis de l'autre côté, on a des centrales qui peuvent effectivement, alors elles, fonctionner 8760 heures, sauf un peu moins pour l'éolien, puisque machine tournante, hein, mais avec un coefficient de production, c'est-à-dire de charge, évidemment, qui n'est pas le même. Alors, maintenant, quel est le coût du mégawatt ou du kilowatt, hein, il suffit de diviser par 1000. Hein, photovoltaïque installé, ça c'est quand même important. Alors, on compare
je vais le comparer avec l'électronucléaire. Pourquoi avec l'électronucléaire? C'est pas par choix particulièrement chauvin ou parce que je veux absolument défendre l'électronucléaire. C'est pas la question. Nous sommes dans des calculs ou des éléments pragmatiques, issus de données qui ne sont pas contestables, c'est-à-dire venant d'EDF, Électricité de France, de RTE, Réseau de transport d'électricité, de l'INSEE, Institut national de la statistique, de la Cour des comptes, etc. Pas de sites qui souvent sont des copies de copies de copies, avec tous les risques que ça comporte. Programme électronucléaire actualisé en 2025, c'est-à-dire je suis parti de la Cour des comptes en 1995 et j'ai appliqué le coefficient donné par l'INSEE, Institut national de la statistique, pour actualiser le coût, compte tenu de l'inflation, en 2025. Donc en 2025, il serait de 156 milliards d'euros. Si nous devions aujourd'hui refaire tout le programme nucléaire, eh bien, ça coûterait 156 milliards d'euros, hors EPR, hors surgénérateur de Crémalle-Vide. Ce qui nous amène à 2470 € par kilowatt installé. 2470 € par kilowatt nucléaire installé. Le photovoltaïque crête. Je ne parle pas de rendement, je ne parle pas de tout ça. Moyen en 2025, dans les statistiques que j'ai pu relever, nous sommes aux alentours de 900 € le kilowatt crête installée. A priori, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que je vois régulièrement, mais aujourd'hui, le kilowatt installé photovoltaïque est nettement moins cher que le kilowatt installé nucléaire. Pareil pour l'éolien d'ailleurs, on l'a vu. Ce qui veut dire qu'effectivement, le kilowatt, si on raisonne comme ça, d'une manière brute, le kilowatt nucléaire est 2,75 fois plus cher. Nous sommes en kilowatts, c'est-à-dire en puissance installée. Nous ne sommes pas en production. Mais, oui, il y a un mais, et ça on est bien obligé d'en tenir compte. Arrive notre fameux coefficient K, ou notre coefficient de charge. Il faut comparer ce qui est comparable. On ne peut pas comparer une petite voiture avec une beaucoup plus grosse. Donc, en 2025, nous avons un coefficient K de charge de 8,69. Eh bien, ça nous amène que notre kilowattheure photovoltaïque est 3,17 fois plus cher que le kilowatt installé nucléaire. Et là, je suis gentil parce que je ne tiens pas compte de la perte de puissance par effet de vieillissement naturel de nos cellules solaires. Une centrale nucléaire, c'est fait pour tourner, au calcul en tout cas, 60 ans. Peut-être même un peu plus, mais enfin bon, on va se limiter déjà à 60 ans, c'est déjà pas mal. Alors ça a été limité à 50 ans, bon, pour d'autres raisons dont on ne tiendra pas compte aujourd'hui, je parle de l'origine. 60 ans. Donc 60 ans, si j'ai un coefficient de vieillissement de 0,4% par an pour mes cellules solaires, 6 x 4, 24, j'aurais baissé de 24% au bout des 60 ans, c'est-à-dire de la même durée de vie que ma centrale solaire, ma centrale nucléaire. Sauf que ma centrale nucléaire, à 60 ans, elle est toujours faite pour tourner à 100% de puissance. Et oui, il faudrait encore ajouter ce vieillissement. Bon, on ne va pas en tenir compte, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais on voit quand même que entre le fait d'estimer d'une manière brute le prix du kilowatt uniquement sur la puissance installée, non, ça ne marche pas comme ça, il faut tenir compte de tout. C'est pareil pour l'éolien, on l'a vu pour l'éolien. Donc on est un minimum au moins 3 fois plus cher pour le solaire. Alors ça c'est applicable évidemment aux grandes centrales solaires, mais c'est aussi applicable plus ou moins en dessous. Alors sachant que, ça faut en tenir compte aussi, que jusqu'à maintenant, le coût des cellules solaires a quand même, je parle
par unité de surface, le mètre carré, a quand même beaucoup chuté. Est-ce que ça va continuer? J'en suis pas certain, compte tenu des sanctions et autres droits de douane appliqués par les États-Unis, dont nous sommes malheureusement tributaires. Ça, je ne m'aventure pas là-dessus. Donc, quel que soit de toute façon, et là je reviens encore sur l'éolien, qu'on retourne les chiffres comme on veut, on arrive à peu près dans les mêmes ordres d'idées. Voilà. Alors, donc, l'analyse de la valeur, tout ça, ça nous amène à ce que j'appelle une analyse de la valeur. Qu'est-ce que l'analyse de la valeur, ou est appelée également cycle de vie? Alors, je préfère personnellement le mot analyse de la valeur parce qu'il me paraît tenir compte du coût financier. La durée de vie ou le cycle de vie, moins, mais enfin c'est un choix personnel. Eh bien, en matière de technique ou en matière financière, il faut tout intégrer. Si en matière de technique, on parle de la mine, de la pelleteuse, de sa consommation, de l'énergie qu'il a fallu pour construire la pelleteuse, etc., des bateaux qui vont transporter, etc., et les transports, c'est pas négligeable, de l'énergie dépensée pour monter tout ça, et puis pour le déconstruire jusqu'à l'élimination complète des déchets, c'est pareil pour la finance. Alors, sauf qu'en finance, on ne va pas les découper, les billets, en petits morceaux. Non. Mais ça veut dire que pour obtenir un prix réel, eh bien, un coût réel, il faut tout intégrer. Ça me paraît tout à fait évident. Bilan final, parce que c'est quand même aussi ce qui nous intéresse. Nous sommes très pragmatiques. Les avantages du photovoltaïque. Alors, je rassure les défenseurs ou ceux qui pourraient penser que je tire à boulet rouge sur le photovoltaïque, c'est pas du tout mon problème. C'est pas mon problème, comme pour l'éolien d'ailleurs. Les avantages du photovoltaïque. C'est une transformation statique de l'énergie lumineuse, enfin des photos, en électricité. Ça, c'est intéressant, statique. Ce qui n'est pas le cas de l'éolien. Nous avons des machines tournantes. C'est pas pareil. Là, dans un cas, on a vu 25-30 années de durée de vie. Ici, nous sommes à l'échelle de, si c'est bien installé, 50 ans, peut-être 60 ans. C'est pas la même chose. C'est une énergie gratuite. Oui, comme l'éolien d'ailleurs. Elle est gratuite, mais bon, on a vu notre fameux coefficient de charge entre deux qui est presque le double, ou 2 fois moins, si on préfère dans l'autre sens, qu'avec l'éolien. Mais est-ce que c'est très important? J'en suis pas certain. Alors, il n'y a pas de transformation de l'énergie thermique en énergie électrique, comme peut le faire une turbine à gaz, ou comme peut le faire une centrale classique à fioul, à gaz, à charbon, etc. Où on tombe là sous le fameux rendement de Carnot, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Pour mémoire, le rendement d'une centrale thermique à gaz, par exemple, entre la quantité d'énergie qui est apportée sous forme gaz et la quantité d'énergie récupérée sous forme électrique, on est aux alentours de 46%, à peu près 47%. Pour une turbine à gaz, qui n'est jamais qu'un réacteur d'avion amélioré, adapté bien sûr, avec un alternateur au bout, on passe les 60%, ce qui est quand même pas mal. Mais ça veut dire qu'il y a 35 à 40% qui part dans la nature, qui est perdu. Sauf si on fait de la cogénération, on aura l'occasion de revoir tout ça. Alors on a une bonne durée de vie, on l'a vu, bien sûr, il n'y a pas de nuisance sonore. Non, c'est pas le cas de... je ne vais pas revenir sur l'éolien, parce qu'après on va me taxer d'un certain nombre de choses, mais c'est un constat. L'aspect pratique, oui. Alors là encore, comme pour l'éolien, j'aime bien lier les deux parce que on les considère, n'est-ce pas, comme des énergies vertes, et puis on trouve des similitudes quand même. Si ça peut éviter l'installation d'une ligne moyenne tension, par exemple, pourquoi pas. Mais sachant que c'est un appoint. On ne peut pas se dire à 2h du matin, je vais mettre le lave-vaisselle. Non. Voilà, à moins d'avoir un stockage de batterie colossal, mais qui a un coût, bien sûr, et une durée de vie.
Il y a peu de consommation de matières premières. Alors ça reste quand même à voir parce que, et là peut-être parmi vous, y a-t-il des personnes qui ont des éléments à m'apporter? Moi je suis toujours preneur des éléments constructifs, pas les autres. Hein. Si c'est pour raconter n'importe quoi, c'est pas la peine. Lorsqu'on dit qu'il y a une quantité d'énergie de construction qui est limitée, oui, mais je voudrais être certain, parce que je n'ai trouvé aucune étude là-dessus, ou partielle en tout cas. Alors, on revient sur l'analyse de la valeur. Entre l'énergie consommée depuis le départ de la mine, avec les fusions des lingots, la découpe des lingots, etc., pour faire des petites pastilles, etc., jusqu'à la déconstruction complète et à l'élimination des déchets, je voudrais être certain d'un gain énergétique. Alors il va dépendre de la durée de vie. Il est certain que plus la durée de vie va être importante, si on accepte 40 ans, 50 ans, c'est sûr qu'on va dans le bon sens. Si on se dit au bout de 15 ans, oh, c'est financièrement amorti, moi je m'en fiche, on démolit et on rachète des neufs, là j'en suis beaucoup moins certain. Bon, enfin, une certaine autonomie d'énergie, oui, puisqu'en fait, ça peut se traduire par une économie par rapport au réseau, au kilowattheure ou au mégawattheure du réseau national, dont le prix ne fera que de croître. Le prix de vente, je parle, pas le prix partant de la centrale nucléaire surtout. En dessous, les panneaux, on peut faire de la culture, oui, pas interdit ça, ou des animaux, oui, sauf que les animaux, j'ai au moins 2 expériences en tête, avec des chèvres, ou des moutons aussi, qui ont trouvé que les câbles électriques, pour finir, c'était pas si mauvais que ça, et ça s'est traduit par des gros dégâts. Alors, il faut y penser à ça. Hein. Et puis, il y a un recyclage qui est, à ma connaissance, relativement aisé. Bien. Alors, maintenant, les inconvénients. Comme tout, il y a forcément des inconvénients. Il y a une dépendance de l'étranger. Alors, ça, je vais revenir, je vais être un peu méchant, tant pis, c'est pas mon cas dans ma personne, mais chacun comprend ce que je veux dire. En France, on a un peu trop l'habitude de se plaindre, n'est-ce pas? Ah, c'est la faute des vilains chinois, c'est la faute des vilains russes, c'est la faute des vilains je sais pas quoi, etc. Mais si aujourd'hui nous sommes dépendants de l'étranger pour nos panneaux solaires, faut peut-être s'en prendre qu'à nous. Oui, qu'est-ce qui nous reste comme industrie aujourd'hui dans le PIB entre 8 et 9%? Nous étions à 32% en 1981. Il faut quand même s'en rappeler. Nous avons une perte annuelle d'environ 0,55% par an de PIB industriel. Dès l'instant où on perd du PIB industriel, enfin des capacités industrielles, ça veut dire que nous perdons également des devises, c'est-à-dire de l'argent pour pouvoir acheter à l'extérieur. Donc nous empruntons. Il n'y a pas de miracle. Hein. Oh. Alors, faible rendement de conversion. Oui, effectivement, il n'est pas terrible. Enfin, d'un autre côté, c'est gratuit. Alors, c'est vrai que s'il était meilleur, on aurait des installations moins importantes. Mais le prix ne serait pas le même non plus. Donc tout ça, je ne veux pas trop dire que c'est vraiment un inconvénient. Oui, c'en est un, mais enfin, c'est pas catastrophique. Un impact au sol pour les grandes centrales. Oui et non. Pour les grandes centrales. Hein. Si c'est dans de la friche, bon, ça ne me gêne pas particulièrement. Enfin, maintenant, si on déboise 1 km² de feuillus ou de sapins ou de je ne sais quoi pour installer une centrale solaire, là, ça me dérange beaucoup plus. Sans compter les voies d'accès et compagnie. Les affaires de ruissellement des pluies, etc. etc. L'impact météo des grandes centrales. Alors, là c'est un peu l'ancien pilote de planeur qui parle. Forcément qu'au-dessus de plein soleil, surtout quand on est dans le midi, eh bien les panneaux chauffent. Et peuvent monter des températures, alors ça ne monte pas à 100 degrés, mais relativement élevées, puisqu'en plus nous avons des surfaces sombres. Problème d'albédo terrestre. Nous l'avons vu dans les vidéos sur le climat et la météo. Pas de miracle là encore. Hein. Ça veut dire que le rendement des cellules chute. Et oui. Et puis ça veut dire qu'au-dessus, nous aurons forcément des ascendances d'air chaud qui vont se créer. Bon, quel est l'impact au niveau
Au niveau local, peut-être, au niveau régional, je ne sais pas, ou alors il faudrait des kilomètres et des kilomètres carrés de panneaux. Bon, donc je suis pas là, je veux pas trop m'aventurer dans ce domaine parce que je manque d'éléments sur ce sujet. Là aussi, s'il y a des personnes qui peuvent m'apporter des éléments vérifiables et constructifs, je précise les deux. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Le coût de l'entretien suivant les lieux, bien sûr, on a vu que en France, ça va à peu près. Faut pas laisser se développer des mousses, évidemment, en particulier sur le bord. Si nous sommes au Sahel ou ailleurs, il y a quand même un problème qui se pose. Alors on a vu souvent aussi, là je fais une petite diversion, de dire oui, mais si on équipait, je sais pas, 10% ou 15% de la puissance de la surface du Sahara avec des panneaux solaires, on pourrait récupérer beaucoup d'électricité, faire de l'hydrogène avec, et puis l'importer en Europe. Oui, il faudrait aussi, là, encore parler un petit peu des rendements. Hein. Un électrolyseur, c'est pas gratuit. Hein. Bon, c'est 60-65% de rendement, pas plus. Puis après, il faut transporter le gaz, etc., etc. Et puis se pose, le problème de la propreté des panneaux. Les vendre ça, on fait quoi? Et puis les frais d'installation, etc. Donc, tout ça, il faut bien intégrer tout ça, et entre laisser parler son cœur ou ses bonnes idées et puis la réalité des choses, c'est tout à fait différent. La rentabilité financière de tout ça, c'est évidemment à calculer. La durée de vie et le recyclage des batteries, pas l'oublier, si nous avons affaire à des batteries lithium, le recyclage est quand même bien moins aisé que si nous avons affaire aux batteries sodium-ion, comme celles qui sont en train d'arriver, qui me paraît quand même beaucoup plus simple. L'impact immobilier, on en a parlé. Le coût de la déconstruction, actuellement, je dirais, à part si nous devons payer une entreprise pour grimper sur le toit, ou sur le toit du supermarché, ou sur le toit, ou sur une grande centrale solaire, qui sera à déconstruire dans, je sais pas, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, tout ça, c'est un coût et il faut l'intégrer. On l'a vu, ça. Hein. Et l'analyse de la valeur énergétique, j'en ai parlé. Alors, pour finir, est-ce que c'est vraiment une énergie verte ou pas? Ça, je laisse le soin à chacun d'en tirer une conclusion. En tout cas, et ça c'est à titre personnel ce que je dis, donc je n'engage pas qui que ce soit. Personnellement, je pense que l'énergie photovoltaïque va continuer à se développer, va augmenter en performance, j'en suis convaincu, c'est comme les batteries, et que ça me paraît une solution intéressante. Maintenant, il faut mettre au bout un bilan énergétique, c'est-à-dire un bilan financier, et se rappeler l'histoire de l'entonnoir, et qui se termine par un petit bout de tuyau. Dans le bas, il y a marqué argent sonnant et trébuchant. N'y échappe pas. Voilà. Alors, un exemple. Et là, je vais terminer là-dessus. Je reviens un peu sur les publicités où on voit, alors, équipez-vous en panneaux solaires, etc., où on parle de puissance installée, pas toujours de rendement final, et on mélange aussi joyeusement personnes alimentées et foyers alimentés. C'est pas la même chose. Un foyer, en général, on prend 4 personnes. Si c'est une seule personne, c'est comme pour l'éolien. Donc il faut bien revoir tout ça et se rappeler que si vous souhaitez revendre de l'énergie à EDF, puisque ou à RTE plutôt, Réseau Transport Électricité, faut faire un bilan financier, surtout compte tenu du coût de reprise du kilowatt aujourd'hui, qui est quand même pas très élevé. Hein. Voilà, alors pour quelle quantité d'énergie, bien sûr, Voilà, j'espère que cette étude, vous aura intéressé. La semaine prochaine, nous parlerons des autres énergies en 2 vidéos, c'est-à-dire le thermique solaire et pas le photovoltaïque. Nous sommes là dans le thermique solaire, on récupère la chaleur directement. Les gaz de fermentation, méthane ou naturel,
la géothermie, le bois, etc. Donc ça sera en 2 vidéos. Je pense que c'est aussi extrêmement intéressant, puisque c'est une continuité depuis le début, une continuité logique, hein. Voilà. Alors n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner. Alors, la chaîne se développe, ça fait évidemment très plaisir. En 3 mois, c'est déjà pas si mal quand on voit le résultat, même plutôt bien. Mais les abonnements, non, ça coûte rien de s'abonner, c'est gratuit. Je rappelle aussi que chaque vidéo a son document correspondant sur le site internet www.laplumedutemps, où tout est gratuit, y compris 18 de mes livres. Suffit simplement de vous inscrire, ça paraît normal, et de respecter les conditions générales. Alors je ne dis pas les conditions générales de vente, puisque je ne vends rien, surtout pas en France. Donc voilà. Et puis, si vous voulez, donc abonnez-vous. Si vous voulez sponsoriser la chaîne, il n'y a aucun problème. Ou être annonceur sur le site, aucun problème non plus, bien entendu. Alors, comme pour toutes ces études, toutes ces vidéos, vous avez le document correspondant, donc je viens de vous parler sur le site internet. Énergie renouvelable, vrai progrès ou autre chose, énergie photovoltaïque. Voilà. Je vous dis à bientôt, donc à la semaine prochaine, et puis entre deux, prenez soin de vous, portez-vous bien, etc.